matin, on était avec Rodolphe, on essayait de savoir comment on allait commencer. Il faut toujours commencer. Moi, l'introduction de Marie était déjà un bon engagement. Mais avec Rodolphe, on s'est dit sur le thème de la mort sans tabou, eh bien, si on interrogeait quelqu'un qui, au quotidien, la question lui est posée tous les jours. Donc voilà, je vous laisse répondre déjà à cette vaste question dans votre pratique. Donc c'est moi qui finalement a été désigné d'office. Bon, c'est une grande question. Rapidement, donc, je dirige une association qui gère un EHPAD avec 97 résidents, dont 14 en unité Alzheimer, et un multi-accueil que l'on a ouvert en 2010 pour permettre justement de favoriser les relations, les échanges entre les petits et les personnes âgées, et ce qui amène beaucoup de vie à l'intérieur de l'établissement. Parce que je vous rejoins totalement, notre objectif, c'est vraiment la vie jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'aime bien lorsqu'on dit qu'un EHPAD est un lieu de vie où l'on soigne et non pas un lieu de soins où l'on vit. Et je crois que c'est très important. Si on n'a pas ça en tête, on passe à côté du principal. Les personnes âgées qui arrivent à l'EHPAD ont en moyenne 85 ans. Ils savent que c'est le dernier passage. Ils n'arrivent pas tous en courant, c'est clair. La plupart, par rapport justement à ce départ à la mort, le premier regret, c'est pour beaucoup, c'est de ne pas pouvoir être restés chez eux, de ne pas mourir chez eux. Donc il y a déjà ce premier deuil quand ils arrivent. Et ensuite, c'est en effet vivre le temps présent le mieux possible et essayer de répondre un maximum à leur attente avec les contraintes de la collectivité. C'est tout à fait clair. Et les petits plaisirs jusqu'au bout. Là, je vous rejoins complètement parce que plein de petits exemples font que les équipes sont vraiment très, très attentifs. Une personne qui à la fin s'alimente elle-même très peu, mais on voit que le sucré passe bien, le salé moins bien, et bien c'est pas grave, on lui donne que du sucré, mais voilà. Donc là, il n'y a plus de questions de régime et autres, donc on va vraiment répondre à ce qu'on sait et ce qui fait plaisir aux résidents. Bon, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette période Covid qui a été en effet dramatique. Mais on avait quand même une certaine souplesse, enfin, les directions avaient une certaine souplesse. Je sais que nous, à chaque fois qu'on a eu des fins de vie, les familles venaient. Bon, il fallait qu'elles s'équipent, mais elles venaient. Si elles voulaient passer la nuit, elles passaient la nuit. On avait quand même c'était prévu, je sais que tout le monde ne l'a pas fait, mais c'était impensable pour moi de laisser les familles à la porte de l'EHPAD. Donc voilà, je mets un petit. Oui, mais vous avez raison, parce que d'ailleurs, dans mon livre, j'ai j'ai 2 chapitres, c'est là où l'humain l'emporte sur la peur et là où la peur l'emporte sur l'humain. Ouais. Il y a eu des EHPAD comme le vôtre, dans lesquels l'humain l'a emporté et où il y a eu des contournements quand même, des prescriptions sanitaires par humanité. Oui. Ça, effectivement, vous avez raison de le souligner. Non, mais c'était indispensable. Ça a été, après, la période de deuil a été très compliquée. En effet, avec là des directives très strictes auprès des sociétés de pompes funèbres. Et là, ça a été en effet un véritable drame pour que les familles puissent faire leur deuil. Et les équipes l'ont très mal vécu aussi, hein, bien évidemment. Parce qu'on évoquait un petit peu les dispositions, on voit bien comment une disposition qui sont pour le bien-être des gens sont des fois à l'encontre de ce qui pourrait être leur bien-être. Donc c'est vous à qui je laisse la parole maintenant sur ces questions-là, de comment accompagner, mais de façon politique, mais et des fois d'être à porte-à-faux et de le savoir ou de ne pas le savoir, mais et de se poser sans cesse, et je pense que c'est le cas, la question de comment faire au mieux. Oui, c'est vrai que
ces questions-là, alors, qui ont été évidemment très mises en lumière par la crise sanitaire, avec toutes ces règles qui se sont imposées, y compris aux collectivités locales que je représente ici, puisque de fait, on avait des choix qui étaient pris dans un cercle très resserré autour du président de la République, et puis après, on était un certain nombre à devoir appliquer, à devoir faire appliquer parfois, effectivement, en des fois tournant le regard pour ne pas voir que, en effet, certains biaisaient la règle, mais parce qu'on savait que c'était pour plus d'humanité, c'est ce que vous évoquez là. Et ces questions éthiques, on se les posait à chaque instant. Pendant la crise sanitaire, parfois, des personnes nous appelaient, des soignants qui travaillaient dans des établissements, en nous disant, mais voilà, nous on se retrouve face à tel dilemme, et il s'adressait à l'élu en disant, mais moi j'ai l'impression que ce que je fais aujourd'hui, c'est maltraitant, par exemple, et comment, voilà, je peux me positionner là-dedans, et ils avaient besoin d'en discuter beaucoup. Après, voilà, sur ce sujet, je pense qu'on était malheureusement pris dans quelque chose qui nous dépassait, sur lequel on avait peu de prise, ce qui n'empêche pas hein, qu'il y avait voilà, ces petits biais détournés dans certains établissements, mais de manière plus macro, c'est vrai que c'était compliqué en fait d'avoir des prises sur les décisions qui déroulaient dans une forme d'urgence en permanence, puisqu'il y avait ça aussi sur l'aspect crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on était dans une urgence permanente et où on se posait aussi parfois certainement pas les bonnes questions. Je voulais, mais parce que vous évoquiez la question de la mort sans tabou en la prenant, et c'est bien normal, sous le biais de comment ce sujet-là est travaillé avec les personnes qui vont être bientôt concernées. Prenez par exemple le sujet des personnes âgées et de la grande dépendance en EHPAD, par les personnes qui travaillent auprès de ces personnes âgées. Mais je crois qu'il y a là un sujet vraiment social et qui percute notamment nos manières de vivre aujourd'hui. Moi, j'ai pas entendu l'ensemble de vos propos, mais ce qui est une source peut-être d'inquiétude chez moi. En tout cas, je me dis que dans la manière dont aujourd'hui un certain nombre de réalités sociales s'imposent à nous, par exemple la question de la solitude des personnes qui sont en situation de dépendance, par exemple la question de ces injonctions à la performance, à la réussite. Finalement, ce sont un ensemble d'éléments qui dévalorisent la fin de vie, puisqu'on n'est plus justement, on n'est plus productif à ce moment-là. On s'inscrit dans des temps qui ne sont plus du tout ceux d'une vie qui est une vie effrénée, voilà, dans lequel on a des rythmes souvent très déraisonnables. Hein. Vous savez, c'est tout ce qui est l'information en continu, le fait, voilà, le culte de la performance. Et c'est vrai que plus finalement cette société-là nous pousse à aller vite, plus la question de la fin de vie paraît s'écarter de la réalité sociale et donne l'impression, alors même qu'en effet nous sommes toutes et tous concernés et nous serons toutes et tous concernés, paraît nous placer en position, quand on est soit en fin de vie, d'être étrange au monde. Et voilà, je pense que là il y a un vrai sujet de comment aussi nos vies à l'occidental, pour le dire un peu vite, ont des effets très concrets sur la manière dont on perçoit la mort. Voilà, bon, c'était des éléments peut-être de prise de distance, mais qui me semblent importants à partager. Est-ce que je peux réagir sur ce que vous avez... Parce que j'aime beaucoup ce que vous dites là, parce que justement, je me souviens d'une conclusion de Jean-Paul Delevoye au Conseil économique, social et environnemental il y a quelques années, qui avait dit, en s'adressant à un public de seniors, « Vous explorez les contre-valeurs de la société ». Et moi, je pense que justement que ce qui est grave aujourd'hui, c'est que le fait de ne pas que la société dans son ensemble n'explore pas ces contre-valeurs nous met dans une position très vite qui va nous mettre dans une certaine inhumanité. Il dit, vous explorez la lenteur dans un monde qui va si vite. Vous explorez la bienveillance dans un monde qui est si dur, où les rapports entre les gens sont gouvernés par des rapports de force, par des rapports où il faut se battre, où il faut... Vous explorez la disponibilité dans un monde suroccupé. Vous explorez l'être, les valeurs de l'être dans un monde du faire. Hein. Donc, ce sont toutes ces contre-valeurs que les personnes âgées explorent, je dirais, à bas bruit, parce
parce que leurs conditions physiques les obligent à ça. Et comme ce n'est pas valorisé, vous voyez, elles se sentent complètement à l'écart, complètement exclues. Et je pense que c'est pas seulement les personnes âgées, mais tout mourant, et on le voit aussi dans la pièce, c'est remarquable, hein, tout mourant qui est confronté justement à un autre monde que le monde de l'effectivité, de la performance, du succès, je veux dire, est obligé d'explorer ces contre-valeurs. Donc là, peut-être qu'au niveau de la société, on a vraiment un travail à faire qui est de revaloriser tout ça. Voilà, et c'est ce que vous dites. On voit que là, cette période du Covid a mis l'accent sur des questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qu'on n'avait pas forcément entrevues, parce qu'elles sont arrivées brutalement. Il a fallu faire pour le bien, on n'a pas forcément fait pour le mieux. Alors c'est vrai qu'aussi, on est dans une société plus vieillissante, avec un nombre de gens plus âgés, et ça fait qu'on remarque un peu plus. Et là, je reviens à Rodolphe, peut-être sur cette période-là, ça s'enchaîne bien, ce que tu peux en dire, et après on passera à ton voisin qui, sur des questions qui sont plus d'ordre éthique, aura aussi beaucoup à dire. Donc c'est très bien. Oui, mais j'essaie de faire dans un ordre pratique. Je peux même lui laisser la parole, parce que sur le plan Je trouvais éthique... que c'était bien Bon, que tu d'accord. reviennes sur l'expérience. Je vois que tu as changé tout le déroulement, en fait, qu'on a vu ce matin. Moi, c'est ça que j'improvise toujours. Là. Je sais bien. Alors, quoi dire sur le Covid? J'en dirais pas grand-chose, mais peut-être si je prends la paire de lunettes un peu du professionnel qui travaille dans la démarche palliative, le constat que nous avons pu faire, au-delà de tout ce qui s'est dit déjà et qu'on a pu constater, d'une désorganisation, une réorganisation nouvelle, spontanée, enfin en tout cas descendante, imposée et finalement assez respectée. Ce qu'on a pu observer, c'est que ça a demandé aux équipes médico-soignantes de travailler de manière un peu plus automatisée, un peu plus stéréotypée. Il fallait respecter des procédures, il fallait respecter des règles. Le contexte était, je vous le rappelle, guerrier, combatif. Il fallait réussir à faire face à cette crise. Ce qui importait, c'était de s'en sortir par le haut. Et d'ailleurs, il était très peu convenable, je mets entre guillemets bien sûr, de mourir du Covid à ce moment-là. Et que les quelques établissements qui ont été touchés les premiers n'ont pas forcément plus failli que les autres, mais se sont sentis très stigmatisés par le fait qu'il y ait des décès dans leurs établissements. Et la mort a été un petit peu, alors j'oserais dire aujourd'hui, avec du recul, presque avec le sentiment d'avoir été un peu maîtrisé, comme s'il y avait eu un regain finalement de la toute-puissance médicale et scientifique à pouvoir avoir une mainmise dessus. Et en tout cas, le sujet que j'aurais voulu partager là concernant le Covid, c'est qu'il n'est pas simple ensuite pour des équipes à qui on a demandé de travailler de manière un peu automatique, de revenir à leur travail précédent, qui est le cœur de leur fonction, d'approcher chacun dans sa singularité, dans sa diversité, de pouvoir personnaliser son travail. Et c'est quelque chose dont on voit au sein des équipes, quelques mois encore après, passé, que c'est tout un travail à reprendre collectivement pour essayer de retrouver ces valeurs qui fondent finalement la démarche palliative, qui est que chaque personne est unique et que l'approche que l'on doit avoir dans sa journée avec Monsieur X ne sera pas le même pour Madame Y qui est juste à côté de la chambre. Et que demain, peut-être que ça doit aussi changer. Et ça, c'est un travail qui doit pouvoir se réaliser ensemble en retrouvant du sens. Et ça, on est encore dans cette période-là de sortie de crise où, alors comme vous savez, en plus avec une période qui se télescope avec une vraie difficulté à retenir les soignants et à retrouver du sens, et bien voilà, le travail actuel, c'est celui de retrouver les fondamentaux de ce qui motive le travail d'accompagnant auprès des personnes malades. Mais je vais laisser la parole parce que le regard de Laetitia, en tout cas, ou d'un acteur avisé sur un territoire, sur l'éthique, va être précieux aussi pour nous accompagner.
Merci Rodolphe. Je vais rebondir sur ce que tu disais et puis revenir sur cette époque du Covid et de la pandémie, avec ces injonctions qui ont créé des dilemmes. Marlène le disait, hein, le dilemme c'était sécurité versus liberté, on va le simplifier comme ça, qui a créé de grands conflits de valeurs et qui a interrogé le sens même de la démarche soignante dans les établissements comme les EHPAD. Et je pense, je peux me tromper, il y a peut-être d'autres facteurs, mais que ça participe de la baisse d'attractivité des métiers de l'accompagnement. Parce que les personnels qui étaient là dans ces établissements à ce moment-là, on leur a imposé des choses qui allaient à l'encontre de leurs valeurs. Mais qui a vraiment, ça a été le point de départ, enfin le facteur déclenchant de ce qu'on connaît en ce moment avec une crise des vocations. On va appeler ça de façon un peu rapide une vocation. Un deuxième point, c'est que l'action a précédé la réflexion. Et qu'on n'a pas pris le temps, face à cette urgence sanitaire, et je suis parfaitement d'accord, il y avait une urgence sanitaire, il y avait une méconnaissance totale de cette maladie, on n'avait pas le vaccin, enfin voilà, souvenez-vous, on était quand même dans une phase extrêmement aiguë. Pour autant, on a mis l'action avant la réflexion. On a écarté de cette réflexion qui, à mon sens, je ne suis pas le seul à le penser, était indispensable, tous les acteurs qui étaient légitimes pour y participer. Dans les établissements médico-sociaux, il y a des CVS qu'on aurait pu mobiliser, les professionnels. Or, en fait, ce n'était pas ça du tout. Les tutelles disaient que toutes ces décisions étaient à la main du directeur. Et en général, le directeur apprenait ces informations plutôt par la presse que par le courrier qui venait de l'ARS. Donc ça mettait tous les ingrédients pour que ça ne se passe pas bien. Et je rejoins ce que vous disiez, madame, sur les catastrophes qui se sont produites dans les établissements médico-sociaux. Alors, vous avez parlé des EHPAD. J'aimerais ne pas oublier les maisons d'accueil spécialisées dans le champ du handicap, où les conditions étaient aussi difficiles. Puis un autre élément, mais qui n'est pas forcément directement lié avec la crise Covid, c'est l'accompagnement du grand âge. La crise Covid a permis peut-être, à travers ce qu'on vient de dire sur les EHPAD, de réinterroger le modèle de l'EHPAD. Est-ce que c'est le seul moyen à imaginer pour l'accompagnement du grand âge? Alors, il y a une expression que je n'aime pas, qui est celle du maintien à domicile. À cette expression du maintien à domicile, je préfère celle du soutien à domicile. Elle me semble plus douce, plus bienveillante. Et peut-être qu'on pourrait profiter de cette crise Covid pour justement réinterroger ce modèle de l'EHPAD qui est important, qui a des qualités, mais peut-être dont on a perçu quelques limites. Je trouve qu'il faudrait essayer de profiter de cette crise pour sortir par le haut. Et vous savez que, alors peut-être que, enfin je pense que certains le savent ici, je fais partie d'un mouvement citoyen qui est très très jeune puisqu'il date de février et qui est un mouvement, pour le moment ce n'est pas une association, qui s'appelle le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Il y a d'anciens ministres qui sont là, comme Michel Delaunay, par exemple, des journalistes comme Laura Adler, enfin, il y a un certain nombre de personnalités qui sont à l'origine de ce Conseil national autoproclamé de la vieillesse, qui a pour but, mais qui n'a pas réussi jusqu'à maintenant, à ce qu'il y ait un représentant des vieux, et nous assumons le mot de vieux, parce que ce n'est pas un vilain mot, et pour qu'il y ait un représentant des vieux auprès de la Première ministre, afin que les décisions qui soient prises ne soient pas prises, je dirais, sans les consulter. Et le hashtag, puisque c'est très à la mode, le hashtag, c'est « Rien pour les vieux sans les vieux ». Alors, je dis ça en introduction, parce qu'effectivement, une des questions sur lesquelles nous travaillons, c'est l'habitat. Il est certain que, et c'est d'autant plus urgent qu'il y a eu l'abandon de la loi Grand Âge, comme vous le savez, qui avait été promis par 3 présidents de la République,
Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron s'étaient engagés pour cette loi et maintenant elle est définitivement enterrée. Et pourtant, cette loi se donnait 10 ans pour justement réfléchir à plein de niveaux, pas seulement l'habitat, mais aussi la médecine. Quelle médecine pour des personnes vieillissantes? Une médecine de prévention aussi, hein, de la perte d'autonomie. Enfin, c'était un immense chantier qui est abandonné là, et je trouve que c'est un très mauvais signal. Ça, entre parenthèses, surtout par rapport, si on le met en rapport avec le débat qui va avoir lieu sur la fin de vie. Moi, je mets en rapport les deux et je trouve ça un très mauvais signal. Mais au niveau de l'habitat, je travaille à un livre actuellement sur la vieillesse solidaire, sur les projets qu'on appelle des béguinages solidaires. Vous en avez sûrement entendu parler, il y en a déjà, il y en a qui se créent. Il y a beaucoup d'idées autour de structures peut-être plus petites, hein, dans lesquelles il y ait, où je dirais, les vieux entre eux aussi soient solidaires. Et ça rejoint un concept japonais que j'aime beaucoup, le moai. Au Japon, vous savez que le Japon est vraiment, je dirais, a trouvé des tas d'idées sur le bien vieillir. Vous avez la densité de centenaires en bonne forme la plus élevée au monde. Et les moai, ce sont des petites communautés qui sont dans les immeubles, dans les quartiers ou dans les villages de centenaires, 8 en général. Hein. C'est comme les béguinages, il y avait 8 femmes dans les béguinages au Moyen-Âge, 8 centenaires qui établissent entre eux un contrat de non-abandon. Ça veut dire qu'ils vont se soutenir. Ce n'est pas seulement le lien intergénérationnel, c'est entre eux. Parce que tout le monde ne vieillit pas de la même façon. Vous en avez qui, à 100 ans, sont en forme, d'autres beaucoup moins. Et puis, vous en avez qui ont de l'argent et d'autres beaucoup moins. Donc, c'est un contrat de solidarité à la fois humain et financier. Et je trouve qu'il y a quelque chose à explorer là de très intéressant. Et dans le concept du béguinage solidaire que je soutiens, il y a cette idée qu'avant d'entrer dans un béguinage, il faut 1 an et demi avant que les personnes qui postulent à un appartement, hein, dans une résidence dans laquelle on va être chez soi, mais vieillir ensemble avec les autres, qu'on s'engage 1 an et demi avant, tous les mois, à parler ensemble du projet que l'on veut avoir, ce qu'on veut vivre ensemble. Et, mais tout au niveau des animations, est-ce qu'on va faire du jardinage ensemble, est-ce qu'on va écouter de la musique ensemble, est-ce qu'on va méditer ensemble, chacun doit établir son projet de vie ensemble, tout en sachant que chacun sera chez soi en même temps, et réfléchir à ce que fera ce béguinage si plusieurs d'entre eux perdent leur autonomie. On sait que les gériatres nous disent que statistiquement, si on arrive à 90 ans en étant autonome, on a 8 chances sur 10 de le rester jusqu'au bout. Ce qui montre quand même que ce n'est pas une catastrophe annoncée. Hein. Mais néanmoins, si on prend par exemple un béguinage avec, mettons, 24 appartements, eh bien, 24 appartements, ça fait 6 personnes qui statistiquement peuvent perdre leur autonomie. Eh bien, ils réfléchissent avant à ce qu'ils feront. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui sort de cette réflexion, c'est qu'on ne les abandonnera pas. On ne va pas envoyer dans un EHPAD quelqu'un qui fait partie de la petite communauté. Nous allons d'abord nous appuyer sur les services de soins à domicile, parce qu'on est quand même dans un pays dans lequel ça existe, hein, les soins à domicile, y compris les soins palliatifs à domicile. Mais pour le reste, la présence, peut-être même le soutien financier, hein, eh bien, on va être ensemble et on va porter ensemble la vulnérabilité de quelques-uns de la petite communauté. Je trouve cette idée très intéressante.
Et voilà, j'ai envie de la soutenir. Et c'est la raison pour laquelle je vais co-signer ce livre avec la personne qui va la... Voilà. C'est un livre qui paraîtra au printemps. J'allais passer comment on passe de réponses politiques larges à laisser la place à des expériences et aider même à ce que des expériences plus particulières puissent se développer. Oui, ben, moi j'allais quasiment prendre les choses dans l'autre sens parce que la réalité c'est que les expériences particulières, elles existent et sur le territoire, ce genre de choses existe et c'est formidable et évidemment quand c'est possible de l'encourager, il faut le faire, mais bien souvent on voit aussi que simplement les personnes, elles se prennent en main entre guillemets et qu'elles n'ont pas forcément besoin de la puissance publique et de l'accompagnement de la collectivité. Par contre, dans l'autre sens, c'est aussi comment ça sert, y compris dans les modèles dominants, c'est-à-dire y compris au sein d'un EHPAD, y compris au sein d'un foyer de vie, comment ça permet de dire qu'on peut vieillir un peu différemment. Et de voir comment cette solidarité, elle existe. Alors évidemment, déjà aujourd'hui, au sein des établissements de personnes âgées, il y a des solidarités, il y a des choses qui se créent, mais comment encore plus ça peut donner des bonnes idées, faire en sorte que, bien même dans ce modèle dominant, parce que qui certainement sera de nature à le rester, même si il faut réinterroger la manière de vieillir demain, mais vieillir en établissement, c'est quelque chose qui existera toujours. Mais il faut au plus possible faire en sorte que ça ressemble à la vie chez soi, avec des personnes avec qui on apprécie de passer du temps. Moi, j'ai un exemple assez simple, mais qui est assez révélateur aussi de la manière dont aujourd'hui des personnes âgées qui arrivent par exemple dans un foyer logement, alors où on n'est pas encore dépendant, donc les questions ne se posent pas tout à fait de la même manière que quand on est en EHPAD, mais moi je siège au CVS du foyer de Pierre-Mille, donc qui est à Nantes, où l'année dernière, des personnes qui sont résidentes dans ce foyer se sont dit nous, on veut réinvestir. Alors c'était juste après justement des mesures de restriction de liberté, etc. On veut investir une cafétéria dont aujourd'hui on ne fait pas grand-chose. Et la direction a dit mais pas de souci, vous vous en occupez, on va regarder. Alors ça nécessite un peu de budget, etc. Mais aujourd'hui, c'est possible d'accompagner sur un peu de budget et faire en sorte qu'on se sente chez soi, y compris dans ces espaces communs qui, des fois, sont un peu abandonnés parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, c'est aussi comment ces modèles alternatifs, peut-être plus marginaux, nouveaux, servent à donner les bonnes idées, de trouver d'autres manières de faire et puis de rendre la vie un peu plus agréable, y compris dans les établissements. Est-ce que le public peut dire quelque chose? Il pourra, mais est-ce qu'on a... C'était par rapport à ça. C'est exactement par rapport à ça. Oui. Ça existait déjà. Oui, je vais vous passer le micro. Je cherchais Anne pour qui pourrait le donner. Si on reste on va ouvrir... Puisqu'on en parle. Oui. Non, je prends un micro sans fil parce que sinon j'avais un peu plus de mal. Bonjour. Oui, on parle de vivre ensemble. Et personnellement, j'habite dans un habitat colocation senior. Donc ce n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité. Et je voulais juste le dire, et que c'est une association qui s'appelle Loki Aura. Vous pourrez faire savoir, qui choisit les personnes, pas pendant des mois et des ans, mais choisit des personnes qui décident de vivre ensemble, en autonomie. Et comme on est tous beaucoup de personnes âgées, je pensais utile de le dire. Voilà. Merci. Je vous laisse le flyer pour après. Ok, d'accord. Je mettrai le flyer sur le comptoir à l'entrée si certains veulent le voir et prendre une photo éventuellement. Non, ce que j'entendais dans ce que Marie disait, c'était la reprise de solidarité et d'entraide, c'est-à-dire qu'on ne traitait pas de façon, et c'est pour ça que le lien qu'elle fait entre une loi qui est abandonnée et une autre loi qui est pas du tout du même ordre, mais celle-là n'est pas abandonnée sur l'accompagnement de fin de vie, sur la fin de vie, comment ces questions d'entraide, de solidarité ne sont pas forcément ce qui a primé ou ce qui prime dans le développement d'accompagnement, enfin des gens âgés, etc. Le genre d'expérience dont Madame vient de parler devrait peut-être être ce qui serait à développer, avec toujours ce sentiment, même s'il n'est pas simple, parce qu'on va à l'encontre dans cette société, de sentiment d'entraide, de solidarité, comment développer toutes ces dimensions qui
aiderait sans doute à une autre forme du vieillir, c'est-à-dire pas forcément l'assistance, mais des gens qui se prennent en charge et qui acceptent d'être solidaires jusqu'au bout. Je trouverais que ce serait déjà un point de changement intéressant. Alors comment les politiques peuvent aider à ce tournant-là? C'est vrai qu'une loi qui n'est pas faite au niveau du vieillissement, c'est dommage. Enfin, c'est dommage parce que ça aurait pu permettre de voir autrement. Mais évidemment, en fait, c'est un regret, mais alors là, de tous les acteurs qui travaillent autour de la question du vieillissement, cette loi grand âge qu'on a tous attendue, qui n'est jamais arrivée, qui n'est jamais venue, parce que en effet, c'est aussi assumé qu'il y a besoin d'argent pour financer la question de la prise en charge du vieillissement, de la dépendance. C'est aussi le cas de la fin de vie. Qu'on est dans une société où, de fait, on aura, et c'est tant mieux, de plus en plus de personnes âgées qui vivront vieux, longtemps. Et effectivement, c'est tant mieux. Et après, ça nécessite d'être entendu par les décideurs. Alors, voilà, dans la limite de les décideurs locaux, c'est pas eux qui font la loi, que on est toutes et tous dans le même bateau, et que nous aussi, on regrette évidemment qu'il n'y ait pas eu cette loi grand âge, qu'elle était nécessaire. Et très franchement, ça peut même paraître inquiétant parce qu'en effet, il y a un moment où on va se buter à une réalité qui sera celle de l'incapacité à accompagner, à prendre en charge, donc une dégradation du service qui est aujourd'hui proposé aux personnes âgées. C'est déjà pour partie le cas, dans un moment où en plus on a une crise d'attractivité des métiers, du soin, du lien, et donc si c'est couplé, et ce sera couplé à une augmentation démographique du nombre de personnes concernées, de fait, le service proposé va être dégradé. Donc il y a urgence, en réalité, à ce qu'il y ait des décisions prises au plus haut sommet de l'État sur cette question, bien sûr. Oui, pour rebondir ce que vous avez dit, sur ce que vous avez dit, un petit exemple, j'ai une offre d'emploi sur Pôle emploi d'une aide-soignante en CDI, ça fait 1 mois, il n'y a pas eu une candidature. Et les écoles ne remplissent pas. Donc il y a urgence sur cette loi grand âge, il y a une urgence sur promouvoir tous ces métiers. Il n'y a pas que l'aspect financier, même si c'est un point important, mais il y a une méconnaissance, il y a une... donc non, il y a vraiment urgence. Juste un point pour parler de l'EHPAD et comment l'améliorer. Il y a aussi un critère architectural où les nouveaux EHPAD, c'est des petites unités où il est plus facile de restaurer une vie par petits groupes que mon EHPAD date de 88, c'est 4 ailes de 20 chambres, on n'a pas d'endroit pour faire des petites salles à manger, et ça, ce n'est pas très aidant. Ensuite, il y a un autre critère, c'est que tous les EHPAD n'ont pas la même dépendance aussi. Je sais que nous, on a une dépendance très, très, très élevée, et que voilà, c'est pas simple, quoi. Mais on essaye de faire du mieux possible. On a besoin aussi d'aide, on a besoin de bénévoles. Et depuis le Covid, je trouve que l'on a plus de propositions. Encore il y a 2 jours, une personne s'est présentée en disant voilà, je suis en retraite, j'aimerais bien aider. Donc voilà, et au mois de juin, on en avait une autre. Donc et ces personnes nous disent, on réalise quand même ce qui s'est passé en EHPAD, et puis bon, l'affaire Orpea nous a pas aidé non plus. Donc là où il y en a qui ont fait des amalgames un peu rapides, mais donc ça fait du bien. Sur, pas monopoliser la parole, mais simplement sur la question du volontariat, on va dire, auprès des personnes âgées en établissement. Nous, on a pu le constater à la ville de Nantes, puisque de fait, pendant la crise Covid, il y avait un certain nombre d'agents qui se portaient volontaires puisqu'ils n'avaient plus de travail, parce qu'un certain nombre de services étaient fermés, simplement, si on se souvient du premier confinement. Et donc, ils allaient en EHPAD pour filer un petit coup de main sur des tâches que ne pouvaient pas réaliser les personnels. Et en fait, encore aujourd'hui, c'est vrai qu'ils en reparlent, qu'on s'interroge même sur la manière dont, pour certains, sur des temps particuliers, ils pourraient aller, par exemple, aider une personne à faire une course. C'est pour faire des choses qui ne relèvent pas en réalité des métiers, évidemment, qui sont dans l'établissement. C'est bien pour faire des choses en plus. Mais c'est vrai qu'il y a des souhaits qui sont émis d'agents qui ont vraiment apprécié, qui
pour certains, des fois, manquer un peu de sens dans leur travail et de se retrouver concrètement plongés dans une réalité comme celle des personnes voilà, très dépendantes en fin de vie. C'était au contraire un moment où ils se sont trouvés très utiles. Et donc il faut qu'on arrive à faire perdurer ce genre de choses sans prendre, puisque ça n'est pas le sujet, le travail des personnes qui y travaillent, mais trouver comment chacun peut se rendre utile s'il a envie de l'être. Moi, je trouve ça très intéressant, cette idée de volontariat, parce que ces expériences, moi j'en connais quelques-uns qui ont... les personnes me disent, en fait, comme ces personnes ne sont pas dans un soin technique, un soin n'ont pas été formés d'ailleurs pour ça, ces bénévoles s'intéressent aux personnes âgées. Or, moi, ça fait 15 ans que j'entends des gens de 80 à 100 ans me dire « Madame, nous, on ne veut pas qu'on nous s'occupe de nous, on veut qu'on s'intéresse à nous. Personne ne s'intéresse à nous. Nous vivons des choses spécifiques, propres à notre âge, qu'on ne vivait pas avant, hein, et qui sont liées d'ailleurs à ce paradoxe du vieillir, parce que le corps décline, mais comme disait Victor Hugo, la pensée croît, il y a une éclosion, c'est-à-dire nous avons des émotions nouvelles, nous vivons des choses intérieurement qui sont propres à notre âge, mais personne ne s'y intéresse. Et ce qui s'est passé dans ces expériences de volontariat, c'est que ces personnes, s'asseyant à côté d'une personne âgée, lui posant des questions sur sa vie, tout d'un coup, les personnes se sont dit, mais voilà, c'est ça qu'on veut, qu'on s'intéresse à nous. Parce que c'est comme ça qu'on retrouve l'estime de soi. Et l'estime de soi, vous le savez, c'est un des ingrédients du maintien de l'autonomie. Quelqu'un qui perd l'estime de soi, qui a l'impression qu'il n'y a plus rien d'intéressant à vivre, qu'on n'intéresse plus personne, que tout ce qui est intéressant est derrière soi, c'est une personne qui va baisser les bras et qui va attendre péniblement la mort. Donc il y a quelque chose qu'on pourrait aussi explorer, une piste très intéressante, plutôt que dans l'attraction des métiers, plutôt que de mettre l'accent sur le prendre soin de l'autre, s'intéresser à l'autre. Parce que là, en s'intéressant à l'autre, on fait psychologiquement quelque chose d'extraordinaire. On lui redonne un élan. J'ai envie de continuer sur ce paragraphe en disant qu'il y a des associations qui font ça actuellement. Je pense aux Petits Frères des Pauvres, qui ont une centaine de bénévoles sur la ville de Nantes, qui vont rencontrer des gens qui sont isolés. Et même dans cette association qui travaille avec Compass, il y a des gens qui vont aussi visiter les malades palliatifs à l'ANEC. Et ailleurs. C'était l'idée de solidarité, hein, qu'on avait évoquée, qu'on retrouve là. On a été sur le vieillissement parce que ça a été effectivement ce qui nous a tous le plus interrogés. Mais là, on est sur la mort sans tabou, on est sur la question de fin de vie, de l'accompagnement. Donc on peut peut-être revenir à quelque chose qui n'est pas simplement que la question du vieillissement, mais qui, on l'a vu avec le spectacle, touche tous les âges. Voilà, et cette question de vie, de mort. Oui, c'est intéressant de voir que le tabou de la mort nous amène vers la vie. C'est quand même plutôt une bonne chose, parce que derrière la mort, en fait, ce qui préoccupe beaucoup, c'est quelle qualité de vie sur cette dernière tranche de vie. En tout cas, je profite du micro pour remercier le Théâtre de la Ruche, parce que l'objectif que nous avions au tout départ de cette aventure, qui dure depuis maintenant quelques années, c'était de pouvoir parler de ce sujet-là de manière la plus simple, la moins professionnelle, la moins experte, et de la partager, cette expérience, avec des personnes, soit non professionnelles, ou soit des professionnels, mais qui ne soient pas dans cette spécialité du soin palliatif, pour qu'on puisse échanger sur nos représentations. Parce que finalement, derrière ce mot mort, on a toujours, j'ai l'impression, enfin en tout cas nous sommes nombreux inconsciemment à avoir le sentiment que l'évoquer va la précipiter. C'est ce que nous disons souvent à l'équipe en formation, c'est pas le fait qu'on parle de la mort ou de la fin de vie qu'elle va arriver tout de suite. Mais inconsciemment, chez beaucoup d'entre nous, quels que soient les métiers, et quand je dis ça, j'inclus aussi nos collègues médecins, le fait de l'évoquer fait peur. Le fait de l'évoquer fait surgir assez rapidement notre impuissance et notre angoisse face à cette incertitude-là. Et c'est ce qui provoque le fait de retarder
beaucoup plus qu'il ne le faudrait, des échanges sur ce sujet-là. En fait, l'un des objectifs de la démarche palliative, c'est d'essayer de parler le plus tôt possible de cette dernière tranche de vie. Pas vraiment de la mort, mais de comment les personnes souhaitent envisager, s'approprier, vous le disiez très bien tout à l'heure, leur période de vie. Et puis, le spectacle a été intéressant et je félicite aussi toute l'habileté de l'auteur qui s'est inspiré des représentations du public avec lequel on a pu échanger, mais qui quand même a une patte très individuelle, d'avoir aussi choisi un personnage plus jeune. Parce que derrière la démarche palliative, j'aimerais, pour contrebalancer, je vais réagir aussi aux échanges, vous partagez aussi combien le soin palliatif concerne autant les jeunes enfants que les personnes âgées. Et que la démarche est exactement la même. Alors, je n'irai pas trop loin, parce que c'est un sujet un petit peu plus sensible. D'emblée, ça nous prend aux tripes. Et d'emblée, ça apporte du tragique. Pourquoi ? Parce que ça ramène de l'injustice à des départs trop prématurés. Néanmoins, la démarche est exactement la même. Et plus on en parle tôt, plus on le partage comme un projet qu'il va falloir construire ensemble, moins la brutalité de l'événement sera importante. Ça n'enlèvera pas le chagrin, la perte de l'adieu, mais par contre, ça permet d'autoriser les proches et la personne concernée, selon l'âge, bien évidemment, à s'approprier cet espace de vie. Et donc, en tant que soignant et professionnel, on est là à essayer d'encourager par tous les moyens à notre disposition de pouvoir en parler. Et ce spectacle, du coup, il contribue et on en est ravis qu'il ait fait le tour à Avignon. C'est aussi une belle surprise parce que plus nous intégrerons ce sujet-là dans la société, plus nous réfléchirons finalement au sens que nous pourrons y mettre ensemble. Nous sommes bien évidemment des professionnels de santé, mais nous avons aussi à cœur de faire en sorte de ne pas médicaliser plus qu'il ne le faut cette démarche-là, ce moment-là. Et je crois que la mort au domicile, c'est aussi quelque chose qui est possible. On peut aussi le faire de manière très simple, sans trop de techniques. Et tout l'enjeu, c'est de voir comment on peut utiliser les outils thérapeutiques et tous les bienfaits de la médecine dans la juste proportion et dans l'intérêt pour chacun. Donc voilà, je réintroduis un petit peu la démarche et puis peut-être laisser Miguel dire un mot. Oui, je vais dire un mot parce qu'on est dans une actualité. Si vous regardez un peu les journaux en ce moment, vous avez vu que le Comité national d'éthique avait publié un avis sur la fin de vie, que le président Macron a dit qu'il fallait mettre cette question en débat, que la parole des citoyens devait être entendue. Et puis, ça a été dit dans la présentation, je m'occupe de l'espace éthique du CHU, mais je suis aussi directeur de l'espace régional. Et le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, a missionné tous les espaces régionaux en France pour qu'ils organisent, dans un délai assez court, c'est avant la fin de l'année, tout début de l'année prochaine, des débats autour de cette question de la fin de vie. Donc je fais tout de suite la promotion d'un des événements qu'on va organiser à Nantes le 8 décembre, c'est un jeudi, en fin d'après-midi, avec philosophes et médecins, pour interroger cette question. Pas pour asséner des vérités, surtout pas, mais pour partager des questionnements, des doutes autour de cette question de la fin de vie. Et pour revenir à cette actualité du moment, j'avoue être un peu embarrassé, un peu perplexe avec cette démarche politique de l'exécutif qui remet en question l'aspect législatif de l'accompagnement de la fin de vie. Et ma question, et je la partage, concerne cette loi qui existe aujourd'hui, Claes-Leonetti, et de savoir si elle est bien connue, bien appliquée, et si elle impose une révision législative. Voilà, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas cette prétention, mais je pense que ça s'invite dans le débat, cette question de la loi pour accompagner la fin de vie. Voilà, je mets ça sur la table, à disposition. Oui, allez-y. Oui. Hein, C'est-à-dire que ce qui n'est pas précisé aujourd'hui dans les propos du président de la République, c'est
Quel est l'objectif exactement? C'est-à-dire que, est-ce que dans les évolutions législatives, il y a un souhait de l'exécutif d'aller, par exemple, sur des dispositifs d'aide active à mourir? Ça n'est pas dit, et ça n'est pas ce qui est mis en débat aujourd'hui dans les demandes qui vous sont faites. On ne demande pas d'aller jusque-là, et auquel cas, en effet, moi je crois que faire simplement le bilan du contexte législatif actuel et de ce qu'il permet, et de voir finalement quels sont les points où malheureusement c'est dysfonctionnant, soit pour des raisons de méconnaissance de la loi, soit pour des raisons de sa mauvaise application, pourrait suffire. Après, s'il s'agit de mettre en débat l'aide active à mourir, moi, c'est un sujet, moi je suis assez convaincue du fait qu'il faudrait aller vers ce type de modification législative. Mais ça n'est pas ce que sont aujourd'hui les termes du débat ouvert par l'exécutif. Donc c'est là où je suis gênée, et qu'en effet, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Enfin, à part si je me trompe, hein, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui les termes du débat soient ceux-là. C'est pour ça que je dis être perplexe. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on risque de perdre du temps, alors même que faire venir la population pour discuter de ces sujets, ça peut être aussi des très beaux moments, mais si en effet c'est pour faire évoluer quelque chose, si ça n'est pour rien, ce serait malheureusement des déceptions et du temps perdu pour les uns et les autres. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'effectivement, en tout cas, je pourrais faire le porte-parole d'un certain nombre d'acteurs en soins palliatifs qui sont perplexes du moment choisi pour me remettre sur la table ce sujet. Celui-ci, c'est une question sociétale et elle est respectable. Par contre, nous, on a une urgence qui n'est pas législative, qui est une urgence d'avoir des moyens pour déployer la démarche palliative, puisque seulement un tiers de la population qui en aurait besoin en bénéficie. Que certains dispositifs sont fermés faute de professionnels et qu'on voit une fuite en avant des professionnels, soit parce qu'ils partent en retraite, soit parce qu'ils fuient le métier. Et que donc, la priorité pour nous, c'est de savoir comment on va pouvoir déployer suffisamment de ressources pour maintenir nos missions et faire en sorte que l'accès aux soins palliatifs, qui est prévu dans la loi de 99, il y en a eu d'autres entre-temps, hein, mais la première loi en France en 99 déjà le posait, et nous en sommes encore bien loin. Donc la question de la fuite en avant vers la succession de lois nous interroge beaucoup. Et effectivement, en tout cas, on a déjà une partie de l'élément de la réponse, c'est que la loi de 2016, elle est très récente. Il y a eu une période Covid entre-temps. Elle est complexe à comprendre. C'est aussi une affaire d'experts dans la mise en œuvre du nouveau droit de la sédation profonde et continue, et qu'il faut du temps, alors qu'on en est encore aujourd'hui à expliquer comment et pourquoi il peut être intéressant de nommer sa personne de confiance, qui date de 2002, donc il y a 20 ans, et du pourquoi et du comment il peut être intéressant de rédiger ces directives anticipées, ce qui date de 2005. Donc vous voyez, on peut au moins partager le fait que ça vient là un peu étonnamment, et que on pourrait avoir le sentiment, je le mets entre guillemets, que ça risque de nous fragiliser encore un petit peu plus dans ce moment où on souhaite essayer d'œuvrer à ce que l'accès pour tous et partout soit possible à ces soins palliatifs. Moi, je pense que ça me met mal à l'aise aussi, personnellement. D'abord, c'est sûr qu'il y a une peur en France de la mort. On l'a dit, le tabou de la mort, le déni de la mort. On a peur de la mort, on a peur de la manière de mourir. Ça, c'est un fait. Et on en a peur à cause de ce tabou, justement, parce que beaucoup de personnes, par exemple, n'ont pas assisté, n'ont pas accompagné quelqu'un, n'ont pas eu la chance peut-être d'être dans une structure de soins palliatifs dans laquelle les personnes meurent bien et sont accompagnées, les familles sont accompagnées. Et vous le dites très justement, parce que la loi de juin 99 n'est toujours pas appliquée, puisque, vous le dites, il n'y a qu'un tiers des personnes qui auraient besoin, qui y ont accès. Donc on a peur. Et ce que je trouve, moi, d'assez
ce qui me met très, très mal à l'aise, c'est que finalement, on instrumentalise cette peur. Et voilà, en disant il va y avoir un débat citoyen. Qu'est-ce que les gens disent? Les gens, vous savez que les gens qui veulent une loi sur l'euthanasie pour la liberté d'anticiper leur mort, parce que c'est ça la liberté d'anticiper sa mort, c'est seulement 3% de la population. 97% de la population veut mourir dans la dignité, mais derrière ce mot, qu'est-ce qu'ils mettent? Ne pas souffrir, ne pas être prolongé, être accompagné. Ils ne demandent pas une injection. Et on est en train de jouer là-dessus, sur ces peurs, sur le fait que 97% des Français ont peur de mal mourir, mais voudraient pouvoir justement mourir dans des conditions que sont celles qu'a explorées les soins palliatifs. Et on nous fait croire qu'une loi sur l'euthanasie va permettre de mourir dignement. Est-ce que mourir dignement, c'est de dire j'en peux plus de cette vie indigne, de cette vieillesse indigne, et je voudrais une injection? Est-ce que c'est ça, mourir dans la dignité? On ne pose pas les bonnes questions, on joue sur les peurs, on les instrumentalise. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que justement le timing, c'est que c'est au moment où on abandonne la loi grand âge, donc une loi dans laquelle on aurait peut-être mis le paquet financier, parce que je sais que c'est Bercy qui s'est opposé à la loi grand âge, on aurait mis le paquet sur, pendant 10 ans, sur justement la manière de permettre à cette génération très nombreuse, vous avez raison de le dire, qui va arriver dans les zones de fragilité et de vulnérabilité. Donc on abandonne pour des raisons financières. Et moi, j'ose le dire, je l'assume, que la stratégie de M. Macron, du président de la République, débat, puis probablement, peut-être, on ne sait pas si ça va être, je dirais, un référendum. Mais vous pensez bien que si un référendum, on dit « Voulez-vous avoir les moyens de mourir dans la dignité ?» 97% des gens vont répondre « Oui ». Bien sûr. Et la question sera posée comme ça. Et ça sera une tromperie. Parce qu'au bout, ça sera l'injection létale. Et ça ne coûte rien. Donc c'est une question financière derrière tout ça. À rajouter le mot liberté aussi. Oui, parce que ceux qui veulent la liberté de choisir leur mort, c'est seulement 3%. C'est 3% de notre population qui veut avoir la liberté, effectivement, de choisir. Mais ce n'est pas les 97%. Les 97%, ils veulent ce qu'on a vu dans votre pièce. C'est remarquable. Bien sûr, c'est ça qu'on veut. Mais moi, je l'assume et je ferai d'ailleurs une tribune là-dessus. Pour moi, la question, elle est financière et on est en train de nous mener en bateau, de nous enfumer. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser enfumer. Moi, je partage vraiment l'argument financier que vous évoquez. Après, je pense que, y compris, alors moi je n'ai pas les chiffres, mais y compris par exemple sur les 3%, je pense qu'il faut être aussi en capacité de proposer des réponses. Didier Sicard qui me les a donnés hier au téléphone. Je ne les connais pas, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais Didier Sicard qui présidait le comité d'éthique et qui, je dirais, sur les personnes qui font, par exemple, qui aujourd'hui vont en Suisse ou en Belgique pour anticiper leur mort, si on rapporte ça à la population française, ça fait à peu près 3%. Mais je l'entends. Ce que je veux dire là, c'est que je pense qu'il faut être aussi en capacité de répondre à cela, qu'en effet, on n'est pas dans un pays isolé du reste du monde et qu'il y a eu des évolutions législatives autour de chez nous qui donnent aussi à voir de ce que on est dans des cas limités, mais qui permettent malgré tout de trouver une réponse à des personnes qui souhaitent l'injection létale. On a eu l'actualité de Jean-Louis Godard en Suisse, en effet, à lui qui est citoyen suisse, hein, mais qui il fait partie des 3%. Lui, il est des citoyens suisses, donc il n'est pas français. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un sujet qui existe, et je pense qu'il ne faut pas vouloir nécessairement opposer les deux. Moi, c'est plutôt ça mon propos, et de dire que, bien sûr, et je suis complètement d'accord avec vous sur la question du soin palliatif, on a un manque criant de moyens, c'est évident, et que la situation, elle est scandaleuse. Et ça, je le partage. C'était simplement pour dire que moi, je nuance un peu, mais qui est mon point de vue, ma conviction, mais que je pense qu'il faut aussi pouvoir entendre dans la discussion générale. Moi, On peut.
Je suis d'accord qu'on peut l'entendre, mais pourquoi focaliser pendant des mois, hein, sur ce que demande 3% de la population et finalement abandonner financièrement les 97 autres, parce que c'est ça qui va être le résultat, on ne mettra pas d'argent sur les soins palliatifs quand il y aura une loi sur l'euthanasie. On va abandonner financièrement les 97% des Français qui veulent mourir en étant soulagés, en étant respectés dans leur refus de traitement et en voulant être accompagnés. Et puis, l'autre chose, vous donnez le modèle de nos voisins, mais vous savez, je connais bien le dossier, et en Belgique, on a effectivement légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, et vous savez qu'il y a une explosion d'euthanasie clandestine. Pourquoi ? Parce que quand on fait une euthanasie, il faut se soumettre à un contrôle judiciaire. Et c'est embêtant, les contrôles judiciaires. Mais comme on a fait sauter l'interdit de tuer, puisqu'au fait, on peut tuer, on peut donner la mort, eh bien, vous avez une explosion d'euthanasie clandestine. Et on aura ça aussi. Parce qu'on aura beau mettre des garde-fous, une fois que cet interdit aura sauté, eh bien, il y a des gens qui se diront, mais au fond, on peut. Hein, pourquoi s'embarrasser avec des contrôles qui nous obligent à soumettre le cas à un juge? Vous savez, bon, voilà, il se passera la même chose en France. Ce que je pourrais ajouter aussi... Après, Rodolphe, on passera peut-être au public l'échange. Hein, comme tu veux. Non, mais vas-y, Ouais. finis. J'aimerais juste réagir pour vous dire que je pense qu'aussi, comme vous, qu'il faut qu'on s'intéresse à ces 3%. Parce que parmi ces 3%, quelques-uns vont le faire par peur de ne pas être soulagés. Et en France, il y a plein de personnes qui ne sont pas suffisamment soulagées. Donc ça nous renvoie à notre responsabilité collective de savoir quels moyens nous nous donnons pour que nos médecins puissent être suffisamment formés et présents et disponibles pour pouvoir mettre les prescriptions au bon moment et aux bonnes doses. Une autre fraction de ces 3% doivent être aussi des personnes qui craignent de subir leurs derniers jours, de ne pas savoir où ils seront, sur un brancard, auprès d'une équipe non formée, seule, abandonnée. Et là aussi, ça nous renvoie à notre responsabilité de savoir comment collectivement, quels moyens nous nous donnons et nous leur donnons pour faire en sorte qu'on les rassure. Parce que bien souvent en France, certains témoignages nous montrent que certains demandent et remplissent des dossiers en Suisse et qu'une fois que le dossier est rempli, ils sont rassurés et ils n'y vont pas. Donc il y a quelque chose quand même d'un reflet, d'une insuffisance dans notre pays sur lequel il faut essayer de répondre. Et puis j'aimerais vous partager, je vais être très rapide, l'expérience d'un État aux États-Unis, dans l'Oregon, qui ont choisi depuis longtemps l'accès au suicide assisté au travers d'un comprimé, d'une pilule. Et en fait, les chiffres, puisqu'il y a du recul sur leur pratique, nous montrent, et là je fais le lien à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le temps, la temporalité, et dans le spectacle on le voit assez bien, cette oscillation, cette ambivalence entre j'ai envie de me battre et puis à un moment donné je lâche et j'ai à nouveau envie de me battre. Eh bien, dans l'Oregon, en fait, sur le nombre de prescriptions de pilules pour mourir réalisées, seulement la moitié des gens vont chercher le comprimé à l'officine. Et sur cette moitié de personnes qui va aller chercher, donc sur la totalité ensuite de ceux qui en ont une, seulement un tiers l'utilise. Pourquoi ? Parce que le temps fait son effet et que des inquiétudes et des angoisses peuvent à certains moments être soulagées, apaisées, que des douleurs peuvent être aussi apaisées et qu'on revoit la vie différemment et qu'on revoit aussi du sens. Et donc c'est tout l'enjeu de savoir comment on investit ces moments-là, comment on laisse du temps et qu'on évite de passer à l'acte, tout simplement, parce qu'il y aura des protocoles, des procédures et que ce sera tellement simple qu'à un moment donné, ce sera une économie psychique pour tous. Parce que l'affaire de la démarche palliative, c'est pas que la personne malade, c'est aussi ses proches, c'est aussi les professionnels qui entourent ses proches. Voilà. Et donc c'est une véritable question qui est sur la table, sur laquelle il va falloir que les uns et les autres puissent témoigner pour qu'on puisse enrichir un peu le débat. Et je crois que c'est une question que s'est posée le comité d'éthique dans son avis, justement, est-ce que la société peut se permettre de décriminaliser un acte d'euthanasie qui serait demandé par des personnes qui sont dans des situations de maladie, comme la maladie de Charcot, des maladies qui sont vraiment extrêmement difficiles à vivre dans la fin. Elle pose la question de
dans quelle mesure, comment peut-on effectivement décriminaliser, ce qui est différent de légaliser, hein, ne pas punir lorsque la mort a été donnée à une personne qui est dans ces cas est-ce que je me trompe, mais je crois avoir Non, lu vous ça avez raison. dans la vie. Je rajouterais deux questions qui me préoccupent. Qui fera le geste d'injection létale? Est-ce que ce sera de la responsabilité des soins palliatifs? Je ne le vois pas trop. Je le vois pas trop. Et puis, il faudra changer le serment d'Hippocrate, parce qu'il y a un moment où on dit je ne donnerai pas la mort intentionnellement. Donc, il y aura des choses à modifier, à réinterroger, en tout cas. Et puis, je repose la question de la pertinence d'une loi, ou alors celle du grand âge, peut-être.